Ah, c'est con. Moi, je comptais pour toi pour donner ma crédibilité, tu sais. Fait que bon, comme ça, des profs de philo. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Freya Docher. J'enseigne la philosophie aussi. Moi, c'est au cégep de Victoriaville. Et je suis par ailleurs une femme trans. Donc, bon, assignée garçon à la naissance, devenue femme, tout ce processus-là. Et parce que je suis prof de philo par ailleurs, j'ai pris sur moi de comme théoriser beaucoup ça, parce que je suis obligée de rationaliser tout ce que je pense. Et donc, votre prof a décidé que vous allez me subir sur ce sujet-là pour les prochaines 2 heures. Et donc, ça va me faire beaucoup plaisir. Et c'est parti. Et donc, mesdames, messieurs, condisciples de l'occulte et le reste, bonjour. Le Québec est en train de se raconter une grosse joke en ce moment. Et c'est que les gens veulent avoir une discussion sérieuse sur la question trans, si vous voulez. Parce que, tu sais, je dis une joke, parce qu'on voit Mathieu Bock-Côté dire que respecter les identités trans, ça va être signer l'acte de mort de la civilisation occidentale. On voit Jean-François Lisée-Lepas parler de queer normativité et une ministre, oui, penser que les personnes trans invisibilisent les femmes. Ce qui est un peu absurde parce que j'en ai fait une de plus. Mais bon, je vais être naïve, je vais mordre à la l'appât et je vais vous présenter quelques concepts qui permettent de commencer à parler sérieusement des réalités qui sont fascinantes et très, très riches philosophiquement. Bonne femme trans que je suis, je vais me dégrader au point d'expliquer ma propre existence. Et donc, je vais espérer que ma perspective, qui est philosophique, trans et féministe, puisse éclairer ou au moins commencer à éclairer les questions que n'importe qui peut se poser à propos du genre. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde est en train de bad-tripper complètement à propos du genre, que ce soit des lesbiennes universitaires qui sont en train de se demander si c'est sexiste de trouver leur blonde femme cute, ou des hommes qui sont en train de se poser des questions sur peu importe ce qui est en train de se passer dans leur tête. Et donc, quand on parle de genre, de quoi est-ce qu'on parle? L'idée que je vais défendre ici, c'est que le genre, c'est un phénomène complexe, c'est-à-dire que c'est plusieurs choses à la fois. Et donc, pour comprendre c'est quoi le genre, ça va nous prendre une espèce de flexibilité intellectuelle. Vous avez déjà croisé cette idée-là avec des figures du style la licorne du genre, qui va disséquer le genre en chacun de ses aspects. C'est un bon point de départ, mais moi, je considérer que cette perspective-là est très simpliste et très insuffisante. Et il va falloir aller plus loin. Puis en général, pour tout ce qui est les objets complexes, les gens ont beaucoup de misère à comprendre que quelque chose peut être plusieurs choses à la fois. On a tendance à penser qu'il y a juste un sens aux choses, un sens qui est plus vrai que les autres. Et pour prendre un exemple simple, je veux dire, une œuvre d'art peut être à la fois, du point de vue esthétique, un super bon film d'action, et du point de vue politique, être de la flagrante propagande pour le complexe militaro-industriel. Donc, les choses comme le genre peuvent être plusieurs choses à la fois, puis on va essayer de décortiquer toutes ces complexités-là. Et donc, quand on dit que quelqu'un est un homme, ou est une femme, ou est une personne non-binaire, des fois, on va parler de sa biologie. C'est un des sens courants de « telle personne est une femme », par exemple. Et c'est vrai, une personne peut être une femme en vertu de cette raison-là, en vertu de sa biologie. Mais d'autres fois aussi, on va parler de sa conscience, ce qu'on va appeler l'identité de genre. Vous avez une idée de vous-même d'être des hommes, des femmes ou des personnes non-binaires, et cette conscience de soi influence beaucoup notre rapport aux autres, la façon dont les autres se rapportent à nous et comment on fait partie du monde en général. Donc, tous les thèmes qui tournent autour de la conscience. Ça joue dans la manière dont on se développe comme individu, ça joue dans l'amour. Bref, notre identité, que des fois on va appeler subjectivité ou conscience, a une dimension genrée. Et on peut dire, par exemple, que telle personne est non-binaire dans ce sens-là. D'autres fois encore, on va parler du genre comme d'un rapport de pouvoir. Et alors là s'ouvre tout l'espace des luttes et des questions féministes. Et donc, des fois, quand on dit telle personne est un homme, ça veut dire, et c'est vrai aussi, c'est un des sens possibles, que cette personne-là occupe une position dominante et privilégiée dans une société qui est encore un tout petit peu sexiste. Et finalement, quatrième aspect, le genre, c'est aussi une série de codes et de comportements qui font que quand on voit quelqu'un, on les identifie puis on les reconnaît en tant qu'homme, femme, personne non-binaire, des fois dur à classer, mais dans tous les cas, on les reconnaît sur un mode genré. Et donc, quand je dis que je suis une femme, je suis notamment une femme dans le sens où je performe les codes sociaux de la féminité et que les autres me reconnaissent sur cette base-là.
Fait que ça, pour faire très, très simple, ça va être les 4 aspects du genre. Si vous êtes habitué à la licorne, vous vous rendez compte que j'ai enlevé l'orientation sexuelle puis j'ai rajouté l'aspect politique. Je ne veux pas minimiser l'orientation sexuelle qui fait partie de notre expérience genrée, mais simplement, ça ne va juste pas faire partie de ma présentation. Puis j'ai inclus les aspects politiques parce que, évidemment, c'est très important. Et donc, le genre, c'est plusieurs choses à la fois. Ce que ça implique pour les personnes trans, ce que ça implique de faire une transition, bien, ça implique de changer un ou plusieurs de ces aspects-là. Vu que ces aspects-là sont des construits sociaux, y compris la biologie, puis on va y revenir, bien, ça fait qu'on peut jouer avec. Et ça, c'est tripant, c'est dangereux, en même temps que c'est fascinant. Donc, aujourd'hui, je veux faire 3 choses avec vous. Premièrement, je veux démêler chacun des aspects du genre. Donc, on va faire le tour de la licorne du genre en essayant d'aller un petit peu plus profond. Et on va essayer de rendre les choses plus claires sur cette base-là. Mais je vous ai dit que c'était insuffisant, donc on va vouloir aller un petit peu plus loin. Et on va aussi, après, ce qu'on va appeler le niveau 1, on va pouvoir aller au niveau 2 et au lieu de penser que toutes ces choses-là, tous les aspects du genre sont séparés dans leur petit coin, on va aussi analyser toutes les manières dont ces différents aspects interagissent les uns avec les autres. Et ça va nous permettre de plonger un petit peu plus dans les complexités du genre. Et finalement, la troisième chose que j'ai envie de faire avec vous, c'est de parler de l'aspect politique du genre. Donc, on ne va pas ignorer cet aspect-là. En réalité, je vais vous donner le message tout de suite, si vous voulez. Je vais essayer de montrer que la tentative de fixer un des aspects du genre comme étant le vrai ou le plus important, c'est toujours motivé politiquement. Donc, quand je dis qu'il va falloir avoir une flexibilité intellectuelle pour parler du genre, il va falloir garder en tête que c'est tout à la fois. On ne peut pas faire des réductions puis ramener ça à simplement un de ces aspects-là, donc résister à nos tendances simplificatrices. Outre la simplicité, il y a aussi des gens qui font ces réductions-là dans le discours. Et encore une fois, c'est que c'est toujours motivé politiquement. Le premier exemple, c'est qu'il y en a qui vont dire que le genre, c'est réductible à la biologie. Et donc, ils vont prétendre que ce qu'il y a de vrai dans le genre, c'est simplement la biologie, et ces gens-là vont prétendre que quand on dit homme ou femme, on fait juste parler de la biologie, mais parler comme ça rend invisible à la fois l'identité de genre et les rapports politiques du genre, et donc généralement, c'est les patriarches ou le patriarcat qui va parler comme ça, et dans le cas qui nous intéresse, ça va être aussi les transphobes. Deuxièmement, il y a des féministes, ça c'est un geste classique de la tradition féministe, qui vont réduire le genre à des rapports de pouvoir. Et donc, les féministes ont révélé que le genre, c'est aussi des rapports de pouvoir, mais souvent, il y en a qui vont dire que c'est juste ça. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'une théoricienne qui est très cool par ailleurs, qui s'appelle Monique Wittig, a dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Fait que là, quand vous voyez une phrase comme ça, il y a quelque chose de surprenant. Parce qu'en tout cas, si je me fie à ma vie personnelle, bien, il y a des lesbiennes qui sont définitivement des femmes par ailleurs. Mais ce qu'elle dit quand elle parle de ça, Monique Wittig nous dit que les femmes, vu qu'elles, les femmes lesbiennes, vu qu'elles échappent au rapport de l'hétérosexualité qui définit l'homme dans une posture dominante dans un couple hétérosexuel, puis dans une société patriarcale, puis la femme dans une société, la femme dans une position dominée dans cette société-là, bien, les lesbiennes qui échappent au rapport hétérosexuel échapperaient donc à cette féminité dans son sens politique. Puis il y a quand même quelque chose de très valide dans cette idée-là aussi. Et finalement, la troisième réduction qu'on voit souvent, c'est le discours trans en vogue, qui a tendance à dire que ce qui définit ton genre, c'est juste ton identité de genre. C'est juste « je m'identifie comme femme, donc bam, t'es une femme ». Ça serait ça qui définit ton genre, indépendamment de la biologie, de la politique et des codes sociaux. Bon, je comprends très très bien pourquoi certaines personnes trans parlent comme ça. D'un côté, ça nomme quelque chose de très réel, et je vais tenir compte de ça puis vous donner ma propre interprétation. D'autre part, parler comme ça permet de nous protéger politiquement. Donc, on dit le genre, c'est l'identité de genre. L'identité de genre trouve sa codification légale et on dit on ne peut pas discriminer contre cette chose-là. Et c'est ça qui va protéger les personnes trans. Donc, je comprends très bien pourquoi est-ce que, comme personne trans, on parle comme ça. Par contre, en même temps, juste dire « je suis une femme parce que je m'identifie comme femme », à mon sens, c'est un peu naïf, ou en tout cas, c'est un petit peu simple.
Puis, je trouve qu'il y a des gros problèmes philosophiques avec ça. Donc, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin. Et en fait, les 3 réductions que je suis en train de vous présenter, les 3 tentatives de ramener le genre à seulement un de ces aspects, sont toutes insuffisantes, puis n'arrivent pas à donner une perspective satisfaisante sur le genre. Et nous, comme théoriciens, théoriciennes qui voulons comprendre c'est quoi le genre, bien, ça nous prend une vision assez large, assez nuancée pour voir toutes les subtilités, tous les détails. Tout ça étant dit, on commence à démêler les choses et donc on passe au niveau 1, c'est-à-dire parler de l'identité de genre, de la biologie, des rapports politiques et de la performance. On commence avec l'identité de genre. On va faire une démarche très rapide, là, inquiétez-vous pas. On va faire quelque chose qu'on fait souvent en philosophie, et c'est-à-dire qu'on va partir de l'opinion, c'est-à-dire ce qu'on dit généralement sur le sujet, puis après ça, on va raffiner notre analyse pour arriver à une définition un petit peu plus satisfaisante. La première opinion qui est convenue, c'est la description qu'on trouve généralement de l'identité de genre. On la trouve dans les médias puis dans les organismes communautaires qui vulgarisent ces enjeux-là. Et donc, on va décrire l'identité de genre comme étant le sentiment intime et profond d'être un homme, femme, non-binaire, etc. Où on va dire des phrases comme « avant de faire ma transition, il y avait une petite femme qui sommeillait au fond de moi, qui avait envie de s'exprimer », ce genre de choses. C'est simple un peu, puis il faut se méfier, je trouve, pour des raisons philosophiques, parce que ça sonne très, très, très essentialiste. Ça ressemble un peu à nous demander de croire à l'âme humaine, donc de dire, il y a ce joyau au fond de moi qui cherchait à s'exprimer, et je ne sais pas comment votre cours de philosophie s'est déroulé, mais dans le mien, après avoir vu Descartes, on critique un petit peu l'essentialisme. Et donc, je veux tenir compte de ça. Mais parler comme ça aussi, au moins, ça a un avantage, puis c'est de montrer à quel point c'est une nécessité. Donc, oui, on fait très simple, mais ça aide les gens à comprendre, puis ça aide les gens à comprendre que pour les personnes trans, c'est très important. Beaucoup de personnes trans le disent, puis c'est vrai dans mon cas aussi, on a besoin de transitionner comme un poisson a besoin d'eau. Très souvent, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose de frivole. La deuxième opinion convenue, si vous voulez, à propos de l'opinion de genre, c'est la définition qu'en donne la psychologie. Et la psychologie va nous dire que les personnes trans font de la dysphorie de genre. Je vais reprendre la formulation de l'Association américaine de psychiatrie, qui renvoie au DSM-5, qui est comme l'état de la science sur ces choses-là en ce moment. C'est très convenu, puis c'est ma traduction. Puis on va dire que pour qu'une personne soit diagnostiquée avec la dysphorie de genre, il faut qu'il y ait une différence marquée entre le genre exprimé et vécu et le genre auquel les autres l'assigneraient, et ce depuis au moins 6 mois. Chez les enfants, le désir d'être de l'autre genre doit être présent et verbalisé. Cette condition cause de la détresse ou une altération du fonctionnement social cliniquement significative. Et donc ça, c'est comme ça que les psychologues parlent de ces choses-là. Et donc, la dysphorie, ce serait tout simplement le mal-être que les personnes trans en pré-transition, donc avant de commencer ta transition, qu'en anglais on appelle des eggs, qu'en français je veux dire des petits cocos parce que je trouve drôle. Mais la dysphorie de genre, ce serait la détresse qu'on ressent en étant obligé de vivre dans le genre qui nous a été assigné à la naissance, donc garçon pour moi. C'est la difficulté que moi j'avais à avoir une idée de ce que je voulais être comme homme, le malaise à devoir partager l'entre-soi des hommes. Puis au secondaire, je jouais au basket, fait éventuellement ça l'a fait son temps, tu sais. Et donc, ça ne m'allait pas pantoute. Et c'est aussi, mettons, l'incapacité que j'avais à vouloir savoir quel genre de chum je voulais être pour mes ex. Je voyais bien que des gens pouvaient être attirés envers moi, mais avoir une idée de ma propre beauté ou de ma propre personne ou de ce que je pouvais donner à quelqu'un, absolument impossible. Très, très, très difficile. Fait que ça va, la définition en psychologie va tourner autour de cette dysphorie-là. Personnellement, moi, j'ai 2 problèmes philosophiques avec cette définition-là. Le premier problème, c'est que c'est une définition négative, dans le sens que ça nomme un manque, ça nomme un écart, ça nomme une détresse, ou ça nomme une incongruence, disent parfois les psychologues. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'attire votre attention sur le concept, si vous regardez bien, vous remarquez que dans cette définition psychologique, ce n'est pas le fait d'être trans qui est une maladie. On a fini avec ça, on est allé plus loin. Ce qui est
Ce qui est maladif, au contraire, c'est la détresse et l'altération du fonctionnement social. Donc, ce n'est pas le fait d'être trans, c'est le fait que de vivre dans ton genre à la base, ça te cause de la détresse. Et c'est cette détresse-là que la psychologie veut traiter. Et le traitement qui est recommandé pour ça, c'est de faire une transition qui n'a pas juste des aspects psychologiques, mais qui peut aussi avoir des aspects sociaux et biologiques. Et donc, c'est normal. Je vous dis que j'ai un problème avec ça. D'une certaine manière, c'est tout à fait normal que la psychologie cherche des problèmes à résoudre. C'est comme ça que cette science-là est structurée. C'est à ça que ce discours-là fonctionne. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut aller plus loin que la psychologie, puis avoir une définition plus profonde qui va être ancrée dans la dimension existentielle des vies trans. Donc, à la place de dire que l'identité de genre, ça appartient à la psychologie, moi, je vais vouloir qu'on reste, on laisse ça dans le giron de la philosophie, parce qu'il y a juste avec la philosophie qu'on va pouvoir en avoir une vue complète. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une définition éventuellement positive de l'identité de genre, une définition qui ne repose pas sur un problème ou une douleur, mais qui montre le jaillissement de la vie trans. On y arrive, mais juste avant, je vais vous présenter le deuxième problème que j'ai avec cette définition psychologique, et c'est que ça cherche une preuve, un signe ou quelque chose d'objectif, donc de très rassurant, qui peut nous assurer que telle personne est trans pour de vrai. Tu sais, souvent, dans cette vie-là qui est mystérieuse, limite magique, les gens vont avoir tendance à demander « Comment est-ce que tu le sais? Est où la preuve? » Et la psychologie prétend être capable de nous donner une preuve. Tu as simplement besoin d'aller voir un psy pour qu'il te diagnostique. T'sais. Encore une fois, je trouve qu'il y a des problèmes avec ça. Pourquoi? C'est parce qu'on parle de la vie des gens, de ce qu'on va faire de notre peau dans ce petit moment qui nous est donné sur Terre. On parle de liberté puis de questions existentielles. Puis, si on cherche une preuve, j'ai le goût de répondre qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sens qu'on peut donner à notre vie sans courir le risque de se tromper. Parce que chercher une preuve indépendante, objective, un peu idéale toujours, ça va te déconnecter du vécu qui devrait toujours guider ta décision. Mais après ça, évidemment, c'est vrai que ça fait peur. Puis beaucoup de gens vont avoir des inquiétudes. « Mais qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Qu'est-ce qui se passe si ça? » Donc oui, ça fait peur et c'est dangereux, mais c'est certainement pas votre prof de philo qui va vous dire que la vie, c'est simple. Et donc, moi, j'ai deux critiques de la définition psychologique de la dysphorie de genre, et c'est en surmontant ces critiques-là que je formule ma propre définition de qu'est-ce que c'est que l'identité de genre, et je pense que c'est une manière à la fois prudente et rigoureuse de parler. Quand moi, je dis « je m'identifie comme femme », ça veut dire que de tous les codes genrés que notre civilisation a créés, c'est dans les codes féminins que je peux mieux devenir qu'est-ce que je suis, et c'est comme ça que je me sens mieux en réalité. Fait que vous voyez, ce n'est pas exactement la même formulation, et je pense que cette définition-là a plusieurs avantages. J'en ai 5. Premier avantage, c'est que ça respecte le fait que le genre, c'est un construit social, d'où la référence aux codes sociaux. Donc, c'est à travers les codes sociaux que je peux devenir qui je suis. On garde la référence aux codes sociaux. Deuxième avantage, ça met de l'avant la dimension existentielle de ce vécu, et c'est pour ça que je parle, et c'est une référence à Nietzsche, on y revient, de devenir qui tu es. Dans la définition, c'est à travers les codes sociaux féminins que je peux devenir qui je suis, mais le deviens qui tu es, c'est ancré existentiellement. Troisième avantage, cette définition-là évite l'essentialisme. Tu peux dire ce que je viens de dire sans croire nécessairement à une âme. Quatrième avantage, ça s'applique à tout le monde. J'ai dit que moi, c'est à travers les codes féminins que je peux mieux exprimer qu'est-ce que je suis, et je prétends que si tu es une femme cisgenre, c'est le cas pour toi aussi. Puis à l'inverse, pour les codes masculins. En fait, ce que je prétends en réalité, c'est que probablement tout le monde a une identité de genre. Et donc, vous aussi, quand vous vous demandez quel genre de personne vous voulez être, cette question-là a une dimension genrée. Quand vous vous demandez quel genre de partenaire, quel genre de parent, quel genre d'être humain vous voulez être, vous allez devenir un être humain en tant que femme ou en tant qu'homme. Puis je ne sais pas si on peut complètement éviter cette question-là. Aussi, et ça c'est un aspect très important, même si vous vous opposez, même si vous vous définissez en opposition au code masculin puis féminin traditionnel ou dominant, vous vous définissez quand même subjectivement
par rapport à eux. Par exemple, si tu es un homme puis que tu dis, ben moi, dans ma masculinité, je veux laisser une plus grande place à mes émotions parce que je sais que la masculinité traditionnelle m'empêche de vivre puis de ressentir ces émotions-là. Mais être un homme qui est attentif à ses émotions, c'est encore une manière d'être un homme. À l'inverse, c'est être une femme sportive qui valorise la prouesse physique, ce qui est généralement découragé, pour parler à grands traits, mais c'est encore une manière d'être une femme. Et là, je veux dire quelque chose aux féministes ou aux femmes qui ont beaucoup souffert du sexisme. Je comprends très bien l'envie qu'on peut avoir de se distancier du genre parce qu'il est violent. Et je sais que c'est difficile de se faire dire qu'il faut assumer un genre. Mais il faut comprendre que le problème qu'une femme cisgenre et féministe a avec la féminité, ce n'est pas le même problème qu'un homme trans a avec la féminité. Le problème des féministes cisgenres, c'est que d'être une femme dans une société sexiste, c'est un peu de la merde, parce qu'on est dans cette société-là qui dévalorise et opprime la féminité au point où, pour reprendre Simone de Beauvoir, les femmes ne peuvent pas être dans l'accomplissement de soi, ne peuvent pas être dans la transcendance. Et le problème des hommes trans, en réalité, c'est qu'ils ne sont pas des femmes pantoutes. Et ça, c'est un problème existentiellement différent. Et ça m'amène au 5e avantage de ma définition, c'est qu'il y a quand même une forme de preuve à trouver dans la manière dont moi je conceptualise les choses. Et cette preuve-là, ce n'est pas quelque chose d'a priori, ce n'est pas tu as découvert une âme au fond de toi qui cherche à s'exprimer, ce n'est pas quelque chose qu'un psychologue peut te donner. En réalité, c'est quelque chose qui relève de l'expérience. Et donc, pour parler de mon expérience, qu'est-ce que je vais dire? Bien, à la place de dire que, avant de commencer ma transition, je savais qu'il y avait une petite frayeur qui sommeillait au fond de moi, qui cherchait à s'exprimer, tout ça. Non, j'ai une formulation un petit peu plus nuancée. Et donc, comment est-ce que je comprends mon expérience? C'est que je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans mon genre. Puis j'ai essayé de différentes manières d'assumer la masculinité, puis ça ne marchait pas toujours. Et en voyant que ça ne marchait pas, j'ai fait l'hypothèse. Donc, pas une preuve, pas une certitude, j'ai fait l'hypothèse, puis une hypothèse est toujours incertaine, que transitionner allait m'aider. Et donc, c'est en ayant fait l'expérience de la vie en tant que femme depuis quelques années maintenant, que je vois à quel point ça me va bien. T'sais, ça peut avoir l'air étrange quand je dis ça comme ça, mais c'est fou à quel point c'est plus facile pour moi d'être une femme trans qu'un homme cis. Avant, j'étais amorphe, blasée, en espèce de grand manque de vitalité. Les gens qui m'ont vu transitionner réalisent à quel point j'en avais besoin, à quel point je peux plus assumer ma vie puis me déployer maintenant. Donc, il y a une preuve, mais c'est une vérité qui est subjective. C'est quelque chose dont je sais, quelque chose que je sais seulement par ma vie puis par mon expérience. Pour vous aider à comprendre ce que ça peut être une vérité subjective, pensez à une phrase du genre « j'aime pas les olives ». Pour toi qui n'aimes pas les olives, c'est quelque chose de tout à fait vrai, mais tu ne seras jamais capable de le prouver. Tu peux décrire à quel point tu trouves ça, à quelqu'un à quel point tu trouves ça dégueulasse. Tu peux chanter une chanson sur à quel point tu trouves les olives dégueulasses si tu veux pour essayer de le montrer, mais tu ne peux pas rendre ça objectif pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que quelque chose d'objectif, c'est quelque chose dont deux personnes différentes font la même expérience. Et donc, si tu dis le ciel est bleu, bien pour le peu que vous vous entendez, c'est quoi le ciel, c'est quoi bleu, c'est objectif que le ciel est bleu parce que les deux, vous le voyez de la même manière. Ça, c'est quelque chose d'objectif. Mais pour ce qui relève de l'expérience, de l'expérience du flux de ta conscience personnelle, si tu veux, pour ce qui relève de l'expérience individuelle, tu ne peux pas fournir des preuves de ce genre-là. Tu ne peux pas rendre ton ressenti objectif, ni pour les olives, ni pour l'identité de genre. Et les psychologues peuvent connaître des généralités à propos de la dysphorie de genre, s'ils sont bons, ce qui est rare. Ils peuvent même te poser des questions qui vont t'aider dans ton cheminement puis dans tes idées, mais ils ne peuvent pas, à mon sens, te fournir de preuves. La preuve, elle appartient au vécu intime d'une personne trans, et donc la responsabilité et le risque aussi. Maintenant, si c'est une vérité subjective, ça veut dire que la seule manière qu'on a de communiquer cette vérité-là, c'est le témoignage et pas l'analyse. Donc, un témoignage plutôt qu'une preuve. Et un témoignage nécessite, pour être bien reçu, de l'ouverture, d'où la nécessité de mettre les personnes trans au centre de ces discussions-là.
Le concept dont les personnes trans ont accouché pour exprimer ça, c'est l'euphorie de genre. Mot qui commence à être populaire, qu'on va circuler un peu, qui va décrire le sentiment que, enfin, les choses sont alignées. Non pas que devenir trans va régler tous tes problèmes existentiels, mais ça donne enfin le lieu à partir duquel tout problème existentiel peut être abordé, que enfin on peut commencer à vivre. Pour cette euphorie de genre-là, puis vous remarquez, c'est une définition positive, ça nomme pas un manque ou un écart ou une détresse, une définition positive dans le sens où ça parle de ce qui jaillit, de ce que c'est en soi. Et donc, pour cette euphorie de genre-là, les personnes trans sont capables des plus grandes prouesses et des plus grands sacrifices. Si la transition va nous coûter position sociale, amis, relations, famille, confort, sécurité, on va le faire. Parce que pour nous, encore une fois, la transition, c'est une nécessité. Parce qu'on ne saurait vivre autrement ce petit moment d'éternité qui nous est imparti avant de retourner au néant. J'ai mentionné Nietzsche tantôt, et c'est parce que c'est ma philosophie existentielle préférée. Je suis basique de même, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, je n'ai pas le temps de développer beaucoup plus que ça sur Nietzsche, mais il y a quand même un petit truc que j'ai envie de vous dire. Nietzsche, c'est une philosophie de l'ego, c'est une philosophie du soi. Et donc, en même temps que Nietzsche nous invite à toujours rester connectés à notre vitalité, à ce qui jaillit au fond de nous, que lui appelle la volonté de puissance, donc, en même temps que c'est une philosophie très exigeante qui dit « tu ne peux pas t'identifier à des faux idéaux puis tout ça », en même temps que c'est une philosophie très exigeante, Nietzsche nous parle beaucoup de la douceur qui est requise à l'égard de nous-mêmes. Puis là, votre prof de philo va en lire un passage, et donc ça va nous permettre de transitionner aussi vers la prochaine section. C'est un bel aphorisme du gai savoir qui s'appelle « Il faut apprendre à aimer ». Voilà ce qui nous arrive en musique. Il faut d'abord apprendre à entendre en général un thème ou un motif. Il faut le percevoir, le distinguer, l'isoler et le limiter en une vie propre. Puis il faut un effort et de la bonne volonté pour le supporter, malgré son étrangeté, pour avoir de la patience à l'égard de son aspect et de son expression, de la bonté pour son caractère singulier. Enfin arrive le moment où nous nous sommes habitués à lui, où nous l'attendons, où nous pressentirons qu'il nous manquerait s'il nous faisait défaut. Et maintenant, il continue à exercer sa contrainte et son charme et ne cesse point que nous n'en soyons devenus les amants humbles et ravis, qui ne veulent rien de mieux au monde que ce motif et encore ce motif. Mais il n'en est pas ainsi seulement de la musique. C'est exactement de la même façon que nous avons appris à aimer les choses que nous aimons. Finalement, nous sommes toujours récompensés de notre bonne volonté, de notre patience, de notre équité, de notre douceur à l'égard de l'étranger, lorsque l'étranger écarte lentement son voile et se présente comme une nouvelle, indicible beauté. C'est sa façon de nous remercier pour notre hospitalité. De même, celui qui s'aime soi-même aura appris à s'aimer par cette voie-là. Il n'y en a pas d'autre. L'amour aussi, il faut l'apprendre. En général, si un philosophe aime la musique, c'est un bon signe. Et donc, on va pouvoir passer aux autres aspects du genre. L'identité de genre, c'est comme le gros morceau. Maintenant, on va pouvoir passer à la biologie. Pour faire simple, ce qu'il faut comprendre dans cette section-là, c'est que vous et moi, tout le monde en réalité, on n'a pas un sexe biologique. En réalité, on a plusieurs caractéristiques sexuelles. Ça a de l'air têteux, mais la biologie, c'est un langage scientifique. Et en science, il faut être capable de faire preuve de rigueur et de distinction. Et donc, on a plusieurs caractéristiques sexuelles qui peuvent se classer soit en mâle, femelle, ou des fois indéterminé ou variation. Tout ça rentre dans des très beaux tableaux. Les caractéristiques sexuelles, vous les connaissez très bien. On a des chromosomes, des hormones, des organes sexuels et des gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices. Les chromosomes mâles vont être XY, les chromosomes femelles vont être XX. Et il y a aussi des gens dont la 23e paire de chromosomes, c'est ni XX ni XY. En réalité, on a trouvé plein de variations. Il y a des gens qui ont X, XXY, XXX, XYY, ou certaines cellules XX, certaines cellules XY. D'ailleurs,
Si vous êtes du genre à vous intéresser aux questions sportives, la raison pour la... Dans le temps, on faisait des tests chromosomaux pour les athlètes. Puis la raison pour laquelle on a arrêté, c'est pas les personnes trans, OK? En fait, ça n'a rien à voir avec la question. La raison pour laquelle on a arrêté de faire des tests chromosomiques pour les athlètes de haut niveau, c'est que beaucoup d'athlètes hommes se faisaient dire qu'ils n'ont pas des profils chromosomaux typicaux masculins. Et donc, ça les emmerdait un peu. Et donc, on a arrêté de faire ça pour cette raison-là. Si vous vous intéressez à toutes les questions du sport, il faut garder ça en tête. Fait que ça, c'est pour les chromosomes. Après ça, on a les hormones. Donc, l'hormone mâle va être la testostérone. Ben, je dis mâle-femelle, c'est pour classifier les choses simplement. Les hormones femelles vont être principalement l'estrogène puis la progestérone. Puis, ce qu'on peut mettre dans l'entre-deux ou des formes de variation, ça va être des taux anormaux, si vous voulez. Puis là, il faut comprendre que tout le monde a à la fois de l'estrogène puis de la testostérone, simplement pas dans les mêmes proportions. Si vous regardez ça sur un graphique, ça va vous donner ce qu'on appelle une distribution bimodale, donc deux cloches. Puis dans ces cloches-là, il est bien entendu que certaines femmes, les femmes qui ont par exemple plus de testostérone, vont avoir plus de testostérone que les hommes qui en ont le moins. C'est simplement comme ça que ces genres de distributions-là fonctionnent. Avec les hormones viennent les caractéristiques sexuelles secondaires. Donc, ces quatre-là, ça pourrait être les primaires, mais les hormones vont développer les secondaires, celles qu'on développe à la puberté, donc la barbe, les seins, les hanches, la forme du corps, un paquet d'autres affaires. Vous sortez de votre puberté, vous connaissez toutes ces affaires-là. Après ça, on a les organes sexuels, vous les connaissez très, très bien, puis les gamètes, vous les connaissez aussi. Donc, quand vous pensez à votre profil biologique, au lieu de penser que vous avez un sexe biologique, pensez plutôt à chacune de vos caractéristiques sexuelles prises séparément. Mais je comprends la tendance à tout le monde de vouloir classer ça simplement en mâle ou femelle, parce que pour la vaste majorité des gens, ces caractéristiques sexuelles-là sont alignées. Donc, chez la plupart des gens, ça va être soit toute mâle ou toute femelle. Et donc, si tu es un homme ou une femme cisgenre et pas intersexe, on y arrive, tu vas avoir des chromosomes XY si tu es un mâle, ton corps va être bourré de testostérone, tu vas avoir développé les caractéristiques sexuelles secondaires qui viennent avec, tu vas avoir les organes sexuels appropriés et tu vas produire des spermatozoïdes. Si ça c'est le cas, bravo champion, tu es 100% mâle. À l'inverse, tu vas être 100% femelle, mettons. Si tu as des chromosomes XX, tu es bourré d'estrogène et de progestérone, tu as les organes sexuels qui viennent avec, et une fois par cycle menstruel, tu vas relâcher une ovule. Fait que ça, c'est le cas pour la vaste majorité du monde, puis c'est présenté très simplement. Mais je veux quand même, pour montrer l'utilité qu'il y a à distinguer toutes ces affaires-là, je vais prendre deux exemples. Un premier exemple va être un exemple d'intersexualité qui va s'appeler le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Les androgènes vont être les hormones qui vont masculiniser le corps. Fait que là, vous voyez que le profil biologique de ce genre de personnes-là, qui est une condition très rare, si ça vous intéresse, allez sur YouTube, il y a des femmes qui aiment ça, qui ont fait des TED Talks, ça peut tout vous dire. Et donc, le profil biologique de ces gens-là, c'est qu'ils vont avoir des chromosomes XY, donc que normalement on appelle mâles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous et moi, on était des embryons, donc dans les premières semaines de notre développement, tout le monde commence avec un vagin, si vous voulez. La première chose qu'on voit, c'est un vagin. Chez les mâles, normalement, ce qui se passe, c'est que sur la base de ces chromosomes XY-là, le corps va produire de la testostérone, un tout petite affaire, et sur la base de cette testostérone-là, il va se passer un processus par lequel les lèvres du vagin vont se refermer et produire un sac qui va devenir le scrotum dans lequel éventuellement les couilles vont pouvoir tomber. Et donc, aussi, le processus va faire en sorte que le clitoris va s'allonger pour devenir un pénis. Il va y avoir des corps caverneux autour de ça. Et donc, la personne va devenir mâle. Et donc, la prochaine fois que vous avez un scrotum sous les yeux, regardez au milieu, il y a une petite ligne. Cette petite ligne-là, c'est simplement le moment où les lèvres se sont refermées pour faire un sac.
Mais chez les personnes qui ont ce syndrome-là d'insensibilité aux androgènes, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'insensibilité aux androgènes, ça veut dire que le corps ne va pas réagir à la testostérone que l'embryon va avoir et donc ne va pas passer à travers ce processus-là que je viens de décrire par lequel les lèvres deviennent un scrotum puis un pénis se développe et donc va avoir des organes sexuels qui restent le vagin. Cette personne-là va avoir vagin et vulve. Pour cette raison-là, va typiquement se faire assigner femme à la naissance, malgré le fait qu'elle a des chromosomes XY. Après ça, vers la puberté, cette personne-là va faire une puberté avec les seules hormones auxquelles elle réagit, c'est-à-dire les hormones femelles, et va avoir une puberté femelle à peu près normale, sauf que, vu qu'elle n'a pas d'utérus, vu qu'elle n'a pas d'ovaire, en réalité, cette personne-là a des couilles cachées au fond de son ventre qui n'auront jamais tombé. Cette personne-là ne va jamais avoir ses règles et ne va jamais pouvoir être fertile non plus. Et donc, si vous regardez le profil biologique de ce genre de personne-là, vous voyez que ses caractéristiques sexuelles, biologiquement, objectivement, empiriquement, sont toutes éparpillées. Paul Preciado, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, nous appelle les personnes trans, puis il est trans lui-même, nous appelle des intersexes by design. Pourquoi? Parce que on est capable de modifier notre biologie et c'est ça que les personnes trans font. Mais pas juste les personnes trans. Tout le monde qui prend des estrogènes synthétiques, puis c'est beaucoup de gens. En réalité, l'estrogène, c'est le produit pharmaceutique qui a été le plus produit puis qui a généré le plus d'argent dans les 50 dernières années parce qu'on a produit des hormones sexuelles en masse dans nos civilisations. Bref, tout ça pour dire, les personnes trans vont être des personnes intersexes by design, et donc je vais prendre mon propre exemple. Qu'est-ce qui se passe avec une femme trans pour le peu qu'elle ait fait un petit peu d'hormonothérapie et ou des chirurgies qui vont consister à se faire un vagin chirurgical. Fait que si vous prenez mon cas, par exemple, bien moi, j'ai très probablement, je n'ai jamais checké, mais très probablement des chromosomes XY. Mais les hormones dominantes dans mon corps, puis je fais des prises de sang semi-régulièrement pour le prouver, les hormones régulièrement dans mon corps sont l'estrogène et la progestérone. Et sur la base de ça, j'ai développé des caractéristiques sexuelles secondaires femelles. Donc des seins, des hanches, ça change la peau, ça change un paquet de trucs, tout ça est très fascinant. Après ça, du point de vue des organes sexuels, bien, après ça, vous classez ça comme vous voulez. Tu peux te faire un vagin chirurgical. L'opération s'appelle une vaginoplastie. À ce moment-là, tu vas avoir vagin-vulve, que vous vouliez le classer dans femelle ou, mettons que vous le mettriez au milieu. Bon, ça, c'est votre classification parce que c'est artificiel. Vous voyez comme vous voulez. Dans tous les cas, c'est possible d'avoir vagin-vulve. Et si tu n'as pas fait d'opération, si tu ne la veux pas ou tu ne l'as pas encore faite, tu vas avoir des structures sexuelles qui sont, objectivement, pénis, scrotum, prostate, testicules. Quoique, j'ai quand même le goût de dire, pour les curieux et les curieuses dans la salle, les hormones que tu prends vont beaucoup changer, au moins un petit peu, changer tes organes sexuels. Et donc, pour vous dire, franchement, une femme trans qui aurait encore son pénis, ça ne se comporte pas de la même manière qu'un mâle, OK? Et donc, demandez-lui pas de se comporter de la même manière qu'un mâle. Puis, encore une fois, pour tout vous dire, cette personne-là ne va pas jouir une flaque de sperme gluante et odorante comme on est habitué. C'est différent et c'est à vous de voir. À l'inverse, si vous avez un vagin puis vous prenez de la testostérone, il va y avoir des changements aussi. Le clitoris peut grandir, des fois peut devenir dur. Puis ça se peut que le tout s'atrophie, ça se peut que tes règles arrêtent aussi. Et donc, il y a quand même des interactions entre ces choses-là. Mais je retourne aux femmes trans, puis je complète le profil. Du côté des gamètes, c'est ça. Si tu prends de l'estrogène, il y a des très fortes chances que tu deviennes infertile, parce que tu ne jouis plus cette grosse flaque de sperme-là, blablabla. Et en réalité, tu ne vas juste rien produire. Ce n'est pas une technique de contraception 100% efficace, faites attention, mais généralement, tu vas être infertile. Fait que là, je vous ai dressé le portrait. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est que quand on voit ça, on se rend compte que la personne qui dit que les femmes trans sont des hommes biologiquement, en réalité, ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Parce que mon corps a, lui aussi, objectivement, biologiquement, empiriquement, des caractéristiques qui sont femelles, au point où, ça a des conséquences médicales pour de vrai. Quand on voit,
sais, quand je vais passer des articles, puis je vois, mettons, que telle condition, telle maladie risque d'affecter plus les femmes, bien, des fois, ça me concerne. Tu sais, si c'est basé sur les taux d'hormones qu'on a en dedans de nous, bien, des fois, ça va me concerner. Là, il faut toujours que j'aille voir les détails, parce que des fois, il y a des choses qui affectent davantage les gens qui sont généralement les femmes, mais ça va être basé sur les chromosomes. Et donc, là, ça va moins me concerner. Donc, quand je vois la littérature médicale, bien, il faut que je fasse preuve, tu sais, je sois capable de faire toutes ces distinctions-là. Autre détail médical intéressant sur mon corps, c'est qu'à l'âge approprié, va à la fois que je fasse un examen de la prostate et des mammographies, parce que j'ai une prostate et des seins qui sont toutes capables de pogner le cancer. Et donc, bon, voilà. Fait que ça, c'est la première conséquence que je vais tirer. La deuxième conséquence, c'est que de la même manière qu'on ne peut pas dire qu'aucun des aspects du genre, c'est le vrai, bien, il n'y a aucune de ces caractéristiques sexuelles-là qui est la vraie ou la plus importante ou celle qui donne son sens à la biologie. Si tu dis que ce qui compte vraiment, mettons que tu essayes de fixer le sexe biologique sur un de ces trucs-là, mettons que tu dis que ce qui compte vraiment, c'est les chromosomes, par exemple, bien, ton concept biologique va mal fonctionner parce que ton concept biologique ne sera pas capable de rendre compte de la diversité de ce que tu trouves. Parce que des fois, tu dis, si tu dis femelle, c'est juste les chromosomes, bien, il y a des femelles qui ne vont pas correspondre à ce profil chromosomal-là. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on parle de biologie, puis la biologie parle de la vie, puis la vie, c'est fucked up, OK? Les règles biologiques vont être vraies à peu près 99 du temps, puis le reste vont toujours être des exceptions. Il y a toujours des cas limites, et c'est pour ça qu'il faut parler avec plus de nuances, plus de distinctions. C'est la manière d'être plus précise en biologie. Fait que voilà pour notre deuxième aspect, voilà pour la biologie. Maintenant, on peut passer à ce qu'on appelle l'expression de genre, c'est-à-dire les codes sociaux du genre. Vous allez bientôt entendre parler de la théorie de la performativité de Judith Butler, et ça va être cet aspect-là du genre que cette théorie décrit. Donc, je vais vous faire un petit peu l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire, l'idée que le genre est performatif? En gros, la performativité nous explique que le genre comment est-ce que le genre fonctionne socialement, donc comment on voit les autres et comment on est perçu. Puis l'idée principale, c'est que dans cet aspect-là qui est relationnel, qui est perceptible du genre, les genres sont des ensembles de codes féminins, masculins ou subversifs qui font qu'on reconnaît les autres en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant que personnes non-binaires, etc. Les signes sociaux, les codes sociaux du genre sont très diversifiés et ça touche à l'ensemble du domaine symbolique. Donc, ça va être des vêtements, des esthétiques, des bijoux, des coupes de cheveux, mais aussi des attitudes, des comportements et même du langage. Le langage fait partie de comment est-ce qu'on genre soi-même et les autres. Et donc, on a tous été entraînés dès notre tendre enfance, dans ce que les sociologues appellent la socialisation genrée, à reconnaître ces signes-là comme étant féminins ou masculins. Puis en réalité, vous les connaissez très bien. Donc, si je vous dis maquillage, vous me dites féminin. Si je vous dis jupe, vous me dites féminin, sauf si on est en Écosse. Si je vous dis être assuré de soi-même, puis témoigner de ça, c'est quelque chose qui est considéré comme plus masculin. Si je vous dis cheveux courts, vous considérez ça masculin. Si je vous dis montrer du souci puis du soin, vous me dites féminin. Si je vous dis porter du linge moulant, ça va être considéré comme féminin. La barbe, ça va être considéré comme masculin. Triper sur les bitcoins, ça va être masculin. Se faire pénétrer, ça va être associé à la féminité. Puis avoir envie de fuir la société puis vivre dans le bois avec 4 chats et autant de sorcières, c'est féminin. En gros, l'idée, c'est que quand vous croisez quelqu'un au travail, au cégep, au bar, etc., vous faites une opération mentale dont vous vous rendez probablement même pas compte, puis c'est de classer les gens selon leur genre. Donc, vous voyez quelqu'un, puis spontanément, vous dites homme, femme, homme, homme, non-binaire probablement, femme, femme, je le sais pas. Et donc, tu fais quand même cette opération-là. Et cette assignation de genre, ce classement qu'on fait, la manière dont on perçoit les autres, c'est basé sur les codes sociaux. Bon, là, évidemment, j'ai parlé à très grands traits. C'est des généralités sociologiques, c'est des généralités symboliques. Ça ne s'applique pas avec la même rigueur que les lois de la physique. Il y a plein de femmes qu'on reconnaît comme telles, même si elles ont les cheveux courts, et un homme n'arrête pas d'être un homme le jour où il découvre les joies de la pénétration.
Je ne suis pas dans ma classe, j'ai le droit de dire des choses de même. Mais je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire, à savoir qu'on a été habitué de faire ces associations-là. Et même si elles sont très fortes, mais on a toujours aussi la possibilité de jouer avec ces codes-là de plus en plus. Aujourd'hui, et particulièrement nous les jeunes, on est plus sensibles à ça. On sait qu'à quelque part, le genre, c'est de la bullshit, puis qu'il n'y a rien qui est en soi féminin ou masculin. Justement, Judith Butler nous explique que ces codes-là, vu qu'ils sont des rituels sociaux, ont besoin d'être répétés pour avoir leur force ou pour donner l'impression qu'ils sont naturels. Prenez l'exemple de la brassière. Dans les faits, on n'a pas besoin de porter autant de brassières qu'on en porte, mais une des choses qu'une brassière, ça fait, c'est uniformiser la forme féminine en donnant l'impression que toutes les femmes ont des plus gros seins qu'elles n'en ont. Cette uniformisation est maintenue par le martèlement dans la publicité puis dans les films, mais est aussi maintenue par toutes les femmes qui portent constamment des brassières et qui perpétuent cette idée-là. Et donc, c'est la répétition qui va faire en sorte que les signes genrés ont l'air normaux et naturels, mais en réalité, c'est que ça tourne à vide. La seule base que ces signes-là ont pour marquer la masculinité et la féminité, c'est qu'ils le font depuis très longtemps. La théorie de la performativité nous permet aussi de comprendre comment est-ce que c'est possible de faire une transition de genre. Dans les faits, pour devenir un homme, devenir une femme ou devenir quelqu'un de non-binaire, il suffit de performer ces codes-là, et donc c'est ça qui va faire en sorte que les gens nous reconnaissent comme tels. Et ça, c'est la partie de la transition qu'on appelle faire une transition sociale. Le principe est très, très simple. Tu as juste à jouer la féminité pour être perçu comme une femme. Donc, le principe est très, très simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Butler parle de porter ces signes-là d'une manière crédible ou non. Puis, ben ça, je veux dire, l'enfer, c'est les autres, là, dans le sens que tu peux porter ces signes-là d'une manière non crédible, puis les gens ne vont pas t'accorder la féminité malgré tous tes efforts. Donc, si tu es une femme trans, en particulier, par exemple, au début de ta transition, bien, tu vas stresser beaucoup sur ta performance de genre et le regard des autres. C'est une phase assez spéciale de la vie. Et donc, apprendre un genre, c'est pas facile pour personne, mais on a socialement un espace qui sert à ça, puis c'est l'école secondaire. Puis bon, l'école secondaire, ça suce pour tout le monde, mais au moins, il y a une place qui sert à ça. Mais si tu fais une transition dans ta vingtaine, par exemple, parce que tu habites dans une société qui passe son temps à faire de la panique morale à propos de la transition chez les jeunes mineurs, ben c'est une autre paire de manches. C'est comme jouer le jeu du genre, mais en difficulté extrême. Donc, les personnes trans sont à risque particulier de ne pas se faire reconnaître selon leur genre, mais en réalité, tout le monde est constamment à risque de se faire retirer sa masculinité ou sa féminité si on ne performe pas assez bien. Beaucoup de filles savent très bien qu'on peut se faire reprocher d'être trop masculine, et le fait d'avoir des chromosomes XX ne change rien, mais strictement rien à ça. Puis là, j'ai envie d'ajouter un petit détail intéressant. C'est que c'est pas tout le monde. Je vous ai dit, les gens vont vous reconnaître selon les codes généraux du genre, mais en réalité, c'est pas tout le monde qui a les mêmes référents dans la tête. Et donc, les gens vont nous reconnaître d'une façon genrée selon les concepts qu'eux ont dans la tête. Et ce n'est pas tout le monde qui a exactement les mêmes. Pour parler de mon vécu dans deux différents contextes, moi, j'enseigne au cégep de Victoriaville. Donc, on est en région. Et à mon travail, les autres employés, bon, c'est du monde de région qui ont généralement au-dessus de la trentaine, et donc, ils ont des concepts très binaires puis très rigides du genre. Pour eux, le genre, c'est homme-femme. Et donc, quand ces gens-là me voient, ils me classent spontanément comme femme, parce que ça rentre dans leur catégorie relativement simple. Mais justement, des gens qui ont des catégories relativement simples, mettons, prenez des hommes de 50 ans et plus, à la base, ils vont me classer comme femme, mais si par malheur, ils apprennent que je suis trans, bien, leur catégorie très rigide va faire en sorte qu'ils vont se dire « Ah, c'est un homme qui se déguise en femme », et à partir de ce moment-là, ils ne vont pas arrêter de dire « il », « lui » pour parler de moi, et c'est excessivement désagréable. Fait que ça, c'est pour, en région. Mais à l'autre opposé, quand je suis parmi ma communauté de trans et de gwyn en toutes sortes à Montréal, bien, je suis parmi des gens qui ont des concepts très fluides du genre, puis ces gens-là, ils le savent tout de suite. Ils me voient, OK, c'est une femme trans. Mais c'est parce qu'on est parmi des gens qui ont l'œil, puis on est parmi une communauté qui
pour qui c'est fluide. Fait que, tu sais, le genre, dans les faits, a moins d'impact sur la vie dans ces communautés-là. Puis là, j'ai une dernière petite chose que je veux vous dire sur la performativité, puis c'est à propos de la subversion. Donc, la répétition, c'est ce qui donne la force aux codes du genre, mais c'est aussi ce qui permet de les subvertir. En d'autres mots, si les codes du genre doivent être répétés pour continuer d'exister, mais on a toujours la possibilité de les répéter différemment. Et dans cet espace-là, dans cette différence, s'ouvre la possibilité de réinventer la féminité, de réinventer la masculinité, puis même d'inventer la non-binarité. Les personnes non-binaires peuvent performer à la fois la masculinité puis la féminité, donc trouver des mix de signaux contradictoires qui ont pour but de disjoncter le mécanisme de reconnaissance genrée. Il y a des personnes, il y a des personnes non-binaires qui sont full de genre, full de masculinité, full de féminité. Puis au contraire, il y a des personnes non-binaires qui veulent éviter le plus possible la masculinité puis la féminité, qui sont plus en mode, le moins de genre possible, s'il vous plaît, et merci. Et donc, on peut trouver des manières différentes de jouer avec tout ça. Les personnes non-binaires peuvent par ailleurs trouver des manières différentes de performer dans le langage, par exemple avec des néopronoms. Appeler quelqu'un « il », par exemple, c'est performer de la non-binarité dans le langage, dans un des aspects du symbolique qui est le lieu d'existence du genre performatif. Pour conclure cette section-là, avant de passer au dernier aspect, je veux donner un exemple un peu de ce que ça veut dire, puis j'ai une citation de Butler pour vous. Butler nous dit que lorsque le phallus est lesbien, il est et n'est pas une figure de pouvoir masculiniste. Le signifiant est significativement divisé, car il rappelle et déplace à la fois le masculinisme par lequel il est contraint. Et dans la mesure où il opère au site de l'anatomie, le phallus produit et reproduit le spectre du pénis uniquement pour réaliser sa disparition, pour réitérer et exploiter sa perpétuelle disparition comme occasion du phallus. Ainsi s'ouvre pour l'anatomie et pour la différence sexuelle elle-même la possibilité de redevenir un site de resignification proliférante. Désolé, c'est de la philo postmoderne, c'est dense comme une étoile morte, mais on veut décortiquer un peu. Alors, première phrase, qu'est-ce que ça veut dire le phallus lesbien? Pensez une fille avec un strap-on, OK? Pensez doigt, pensez hanche, pensez cuisse. Il y a plein de manières dont plein de parties du corps peuvent être investies de la force phallique du pénis. Pensez à un dildo, tout ça. Ça, c'est la raison pour laquelle des hommes hétéros se demandent si c'est gay de se faire pénétrer par une fille. Donc, entre un gars et une fille. Pourquoi? C'est parce que la pénétration qui est associée au féminin, mais ça clash avec les idées de la masculinité. Puis c'est de ça qu'on est en train de parler en réalité. Donc, un phallus peut être lesbien. Puis quand c'est le cas, checkez bien, hein, ça dit, ce phallus-là va être et va ne pas être en même temps une figure de pouvoir masculiniste. Parce que le phallus est très associé, je fais un point, je devrais faire ça. Le phallus va être très associé à la masculinité, mais si tu le mets sur le féminin, il y a une espèce de disjonctement, il y a un court-circuitage des signaux du genre, et c'est dans cet espace-là, justement, que va s'ouvrir ce qu'on appelle la subversion. Donc, il est et n'est pas une figure de pouvoir masculiniste. Et donc, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, on va au milieu. Le phallus produit et reproduit le spectre du pénis uniquement pour réaliser sa disparition. Et donc, tout le jeu de « c'est là, mais c'est pas là sur la même manière que c'est d'habitude », c'est ça qui va jouer dans l'ordre symbolique. C'est ça qui va faire que s'ouvre, pour la différence sexuelle elle-même, la possibilité de redevenir un site de resignification proliférante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, subvertir? Ça veut dire que notre société a créé un paquet de signaux genrés. Puis vous les connaissez, vous êtes en train de les explorer, puis tout ça. Mais l'idée de la subversion, c'est de dire, OK, beaucoup de ces codes-là sont chargés par le sexisme, sont chargés par le patriarcat, sont chargés par un paquet de trucs qu'on n'aime pas. Et la sexualité, c'est pas facile pour tout le monde. Mais si on vit dans une société qui nous a donné tous ces symboles-là, au moins on pourrait avoir du fun avec. Puis c'est un peu ça, l'idée qu'il y a derrière la philosophie puis la politique queer. C'est pour ça? Finalement, on peut passer au dernier aspect du genre,
qui est le genre comme un rapport de pouvoir. Parce que le genre, c'est pas juste de la bullshit, c'est aussi de la bullshit qui est oppressante. Donc, le genre comme rapport de pouvoir, c'est ce dont les féministes parlent depuis maintenant des décennies. Puis l'idée générale, c'est que malgré tous les progrès dont la tradition féministe au Québec peut être très fière, il reste quand même un petit peu de patriarcat puis de sexisme par chez nous. Patriarcat qu'on va comprendre comme une organisation sociale qui va privilégier les hommes en leur donnant plus de pouvoir qu'aux femmes ou même en leur donnant du pouvoir sur les femmes. Cette différence-là de pouvoir signifie concrètement que les métiers généralement féminins sont encore moins bien payés que les métiers généralement masculins. Donc, il y a encore un écart salarial entre les hommes et les femmes au Québec aujourd'hui. Ça signifie que les femmes sont sexualisées dans la culture puis la sphère publique et que la valeur d'une femme est encore fonction d'à quel point elle est conventionnellement désirable. Cette semaine, on est en train de parler des talons d'une ministre nouvellement célibataire. C'est de la misogynie. On s'en crisse, puis les médias ne font pas leur travail dans ce sens-là. Bon. Troisièmement, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de violences genrées au Québec. On parle d'un féminicide par 2 semaines, mais aussi du harcèlement, de l'intimidation, de la violence sexuelle, puis une pression énorme sur les corps féminins pour qu'ils rentrent dans le moule. Cette différence de pouvoir signifie aussi que les femmes sont tenues coupables de leur féminité, ce qui est particulièrement le cas pour les femmes trans puis les femmes musulmanes qui portent le voile. Puis là, il y a un croisement intéressant qui serait très intéressant à explorer. Oh, puis pendant qu'on parle d'intersectionnalité, vous avez sûrement remarqué que c'est la grosse absence dans ma présentation, mais il faut toujours garder en tête que les différents vecteurs de violence sociale, comme la race, le genre, la classe, peuvent donner une forme particulière à l'oppression qu'un individu ou qu'une communauté vit. En ce sens-là, tu sais, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, OK, oui, c'est ancré dans de la philosophie, j'essaie de parler le plus généralement possible, mais c'est aussi ma perspective puis mon expérience. Et donc, c'est limité. Je continue ma liste. La différence de pouvoir entre les hommes et les femmes signifie que les filles et les femmes portent encore la majorité de la responsabilité de la reproduction. Donc, à la fois quand il s'agit de ne pas faire de bébé, donc s'assurer de la contraception, tout ça, que quand il s'agit d'en faire. Et donc, c'est les femmes qui vont majoritairement mettre leur projet et leur carrière sur pause pour s'occuper d'un enfant. Cette différence-là de pouvoir signifie qu'on parle de double contrainte, de plafond de verre, de charge émotive, de charge mentale, de culture du viol, de sous-représentation, de violence obstétrique et plein de choses encore. Bref, le sexisme, c'est ce qui fait que les femmes en général s'excusent pour tout et pour rien, puis ce qui fait aussi que les bonnes lesbiennes disent merci après s'être fait baiser. Tout ça pour dire, il y a un aspect politique au genre, c'est-à-dire que le genre, c'est aussi une série de rapports de pouvoir. Je vous ai fait la liste, mais je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire que ça, à part devenez plus féministes, les gens. L'égalité, c'est quelque chose de beau. Et avec tout ça, on a fini avec le niveau 1. On a vu chacun de ces aspects-là du genre pris séparément. On a-t-il besoin d'un petit 10 secondes? Niveau 1 fini. Ah, je le sais, c'est dense. Allez, on peut passer au niveau 2. Le niveau 2 qui va être les liens entre ces différents aspects-là. Et donc, pour avoir une vision nuancée, il faut se rendre compte que oui, en principe, l'identité de genre, les rapports de pouvoir, la biologie, l'expression de genre, en principe, c'est des choses qui sont toutes différentes. Mais si on va être un petit peu plus nuancé, il faut quand même réaliser qu'il y a des interactions entre toutes ces choses-là. Et donc, si vous comptez bien, on peut faire 6 croisements. Il y a 6 lignes là-dedans, puis on va les explorer rapidement, une à une. Donc, on commence avec le lien qu'il peut y avoir entre la biologie puis l'identité de genre. C'est quoi le lien là-dedans? Bien, vous savez bien que la raison pour laquelle il y a des personnes trans, c'est que ce n'est pas parce que tu es biologiquement femelle que tu es nécessairement une femme, puis ce n'est pas parce que tu es biologiquement mâle que tu es nécessairement un homme. Donc, pour cette raison-là, on fait la différence. Mais d'un autre côté, ça semble assez évident qu'il y a un lien entre ta biologie et ton identité de genre. Et donc, ce que moi, je pense personnellement, c'est qu'il y a probablement un lien entre les deux, mais un lien qui va avoir la même régularité que les autres phénomènes biologiques. C'est-à-dire, ça va être vrai 99% du temps et pas 1% du temps.
On a dit tantôt que le monde de la vie est fucked up puis qu'il y a toujours des exceptions, et donc c'est peut-être raisonnable de croire que les personnes trans sont l'exception à la règle du lien entre biologie et identité de genre. Ça expliquerait justement, c'est ça, qu'il y a environ 99% de personnes cis et 1% de personnes trans, et ça expliquerait aussi que pour les personnes trans, bien, jouer avec notre biologie, ça l'aide énormément à notre identité de genre. À la fois, l'hormonothérapie et les chirurgies d'affirmation de genre ont des taux de succès cliniques excessivement élevés, plus élevés que les chirurgies en général, qui ont tous leur taux de regret. En général, les gens associent beaucoup la biologie à leur identité de genre. Parfois, c'est positif, donc on se sent bien dans les corps masculins ou féminins. On peut aimer nos muscles, notre silhouette, nos seins, nos sexes, notre peau, notre poil, nos capacités reproductives. On peut être attaché émotivement, psychologiquement à ça, à des choses qui sont tout à fait biologiques. Et d'autres fois, ça va être négatif, associé négativement sur le mode de l'inquiétude, généralement quand on se demande si telle part de nous est trop grosse ou pas assez grosse. Et c'est le cas pour les personnes trans aussi. Donc, si vous êtes proche de quelqu'un qui est dans ces 2 premières années de transition hormonale, vous savez bien qu'elle ne va pas se fermer la gueule à propos de ça. Pourquoi? Bien parce que c'est le fun, c'est fascinant, puis c'est un moment très fort de notre accomplissement personnel. Puis c'est vrai pour moi aussi, j'ai senti mon corps devenir plus féminin, puis ça fait que je peux voir une femme dans le miroir, puis offrir une femme à ma blonde, puis la biologie joue beaucoup là-dessus, puis c'est toujours important. Bref, mon sentiment d'être une femme est aussi associé à ma biologie. Maintenant, c'est quoi les liens qu'il peut y avoir entre les rapports de pouvoir et les codes sociaux? Celui-là, il est très facile à comprendre. On sait très bien qu'un des mécanismes que le sexisme utilise pour contrôler les corps et les consciences, c'est l'image. En valorisant plus les stéréotypes classiques masculins et féminins, le patriarcat renforce l'idée que les femmes et les hommes sont séparés par un abîme infranchissable, qui sont fondamentalement différents, et on sert de cette différence-là pour justifier l'inégalité. Donc, voilà le lien avec le patriarcat. Mais en même temps, vous êtes bien capable de voir que les différences dans l'expression de genre sont construites, elles sont artificielles, sont factices, et qu'elles viennent beaucoup plus de la culture que de la nature. Et à l'inverse, ces stéréotypes sont eux-mêmes le reflet, donc la performance de genre est elle-même le reflet des valeurs et des significations que le patriarcat impose sur les genres. Les performances masculines, donc, ça va jouer, donc ce qui est une performance masculine va être ce que le patriarcat associe à la masculinité en termes de pouvoir, c'est-à-dire que les performances masculines vont jouer sur le confort et l'aisance, ou sur l'autorité d'un uniforme imposant et bien carré. Les performances féminines typiques, au contraire, ne sont pas en fonction du confort, on repense aux brassières, et même quand le féminin est opulent et riche, il est aussi ramené souvent au statut d'objet à contempler. Bref, il y a du pouvoir à trouver dans l'expression de genre, et le patriarcat n'hésite pas à s'en servir. En même temps, la résistance passe par produire puis valoriser des expressions de genre qui ne sont pas patriarcales, et donc les esthétiques non-binaires, les esthétiques punk, féministes, gays et lesbiennes servent aussi à ça. Pour les liens entre l'identité de genre puis les codes sociaux du genre, bien, on voit que ton identité de genre peut te pousser à adopter des esthétiques plus féminines ou masculines. Et dans le sens inverse, on a vu aussi que l'expression de genre, c'est aussi comment est-ce que les autres te voient et interagissent avec toi. Et donc, pour un homme trans, par exemple, une expression masculine peut faire que les autres te reconnaissent comme homme et agissent envers toi en conséquence. Et donc, si tu performes la masculinité, les gens vont te reconnaître dans ta masculinité, puis ça va valoriser, confirmer ton identité de genre, puis c'est très positif. Mais le lien n'est pas automatique et c'est pour ça qu'on demande de faire attention. C'est une expression féminine ou que vous perceviez quelqu'un comme étant féminin, ça ne veut pas dire nécessairement que son identité de genre, c'est féminine. Et donc, c'est pour ça qu'on veut valoriser la pratique de demander aux gens puis pas assumer le genre du monde. On poursuit. Il y a le lien entre la biologie et les rapports de pouvoir. Alors, ces liens-là sont très nombreux, à commencer avec le contrôle de la reproduction des femmes. Le patriarcat a pris une différence naturelle, qui est la différence entre les sexes, et c'est là-dessus qu'il a établi son système de domination.
Par contre, il y en a qui vont trop loin et qui vont dire que parce que le patriarcat s'en prend au corps biologique des femmes, bien, les femmes trans ne peuvent pas vivre de sexisme, ce qui est franchement une aberration. C'est le genre du monde à la J.K. Rowling qui va penser que l'oppression est basée sur les chromosomes des gens, comme si le patriarcat avait attendu qu'on découvre la biologie moléculaire. Face à ça, j'ai deux choses à dire. Premièrement, oui, le patriarcat s'en prend à la biologie des femmes, mais pas juste à ça. Le patriarcat, c'est aussi des relations sociales, le travail, la consommation, la famille, le système de justice. Et donc, une analyse féministe qui a de l'allure doit, encore une fois, tenir compte de tout ça. Et deuxièmement, il y a plein d'aspects de l'oppression des personnes trans qui est aussi lié à la biologie, que ce soit le fait que nous aussi, on est sexualisés puis réduites au statut d'objet en raison de nos corps, ou l'accès aux hormones et aux chirurgies et toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour ça. Bref, le patriarcat s'en prend aussi au corps puis à la biologie des personnes trans. Et c'est pourquoi toutes les féministes, cis et trans, peuvent revendiquer ensemble le droit à l'autonomie corporelle. On poursuit? Biologie et codes sociaux. Il en reste juste deux, on a presque fini, gang. Donc, c'est quoi les liens entre la biologie et l'expression de genre? Bien, on a dit que ce qui était considéré comme masculin puis féminin, c'est largement un construit social. Puis c'est vrai, parce que d'un côté, ces différences-là sont artificielles, c'est-à-dire produites par la technologie, puis il n'y a pas grand-chose de naturel, par exemple, dans l'idée que les femmes n'ont pas de poils. Ça, c'est un code social du genre, et celles qui se rasent ou s'épilent savent bien qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. C'est certainement pas naturel. De l'autre côté, les expressions considérées comme masculines ou féminines changent avec le temps, au point où j'espère pouvoir sceller autant que Louis XIV. Yo, les collants, les talons, la perruque, vous avez vu? Queen shit. En même temps, donc, encore une fois, on tient à la distinction entre les codes sociaux du genre puis la biologie. Mais en même temps, il y a quand même un lien. Puis le lien, c'est que les esthétiques masculines et féminines vont accentuer généralement les caractéristiques sexuelles secondaires mâles et femelles. Donc, l'esthétique masculine dans la mode va valoriser la carrure, les épaules qui viennent avec une puberté bourrée de testostérone. L'esthétique masculine va valoriser la barbe aussi. Puis de l'autre côté, les esthétiques féminines vont valoriser les hanches, les seins, la peau. C'est pour faire simple. Pour les personnes trans, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que faire une hormonothérapie, mettre ton corps en mode mâle ou femelle, déclencher une deuxième puberté, ça va aider beaucoup ton expression de genre. Et donc, ça aide beaucoup à être reconnu aussi selon notre genre. Donc, jouer avec notre biologie, ça va faire que c'est beaucoup plus facile que les gens te voient comme un homme ou te voient comme une femme, en plus d'être fun par ailleurs. Puis là, j'ai deux observations très intéressantes pour vous. Si tu es une personne trans féminine qui prend des hormones, c'est-à-dire que tu as un corps masculin, tu deviens un corps féminin, c'est à partir du moment où tu développes des hanches que les gens vont, pour de vrai, te percevoir, te voir comme une fille. Moi, c'est le moment à partir duquel mon patron est venu me féliciter. D'accord, wesh. Transitionner dans la restauration, c'est wild, gang. C'est quelque chose. Fait que pour les femmes, ça va être les hanches. Mais si tu fais une transition vers la masculinité, c'est à partir du moment où ta voix commence à muer, nous disent Prel Preciado puis d'autres personnes transmasculines à qui j'ai parlé, c'est à partir du moment où ta voix commence à muer qu'on t'accorde la masculinité. Et que pour les femmes, ça soit la silhouette, puis pour les hommes, la parole, ça en dit énormément sur le sexisme qu'il y a encore dans nos sociétés. Voilà. Et finalement, dernier lien, les liens entre les rapports de pouvoir puis l'identité de genre. OK. Fait que là, on parle de la conscience de soi puis du fait de vivre dans une société patriarcale. Et là, ça devient tordu parce qu'on est forcé de se rendre compte que notre conscience de nous-mêmes, donc l'idée qu'on a d'être homme, femme, non-binaire, et notre rapport aux autres, nos aspirations aussi, n'évoluent pas indépendamment des rapports de pouvoir qu'il y a dans la société. Et ça peut être très dangereux. Les femmes, par exemple, sont toujours à risque de s'identifier à la position subordonnée. Et le problème avec ce qu'on appelle la masculinité toxique, c'est que des hommes, pas les hommes, des hommes,
pensent qu'ils ont un droit naturel à ne pas traiter les femmes comme leurs égales et que leur refuser ce droit-là pour des raisons féministes, bien, ça va être une attaque justement contre ce qu'ils sont personnellement. T'sais. Et donc, c'est dangereux, puis il faut faire très attention. Mais cette tension-là entre l'identité et la politique, c'est aussi l'occasion de progresser ensemble. Personnellement, je pense que tout le monde a à gagner à investir la profondeur de ces dilemmes-là. C'est un point sur lequel, mes chers hétéros, vous avez peut-être quelque chose à apprendre des gays, des lesbiennes, des bisexuels puis des pansexuels. Parce que nous, les personnes queer, ça fait un petit bout qu'on utilise les rapports de pouvoir qui sont inhérents à la sexualité puis au rapport avec l'autre, mais qu'on les détache du genre. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des cultures queer, des langages, des esthétiques, des arts qui vont exprimer tous ces rapports-là, et tout un langage du genre être top, bottom ou switch, et que ça, c'est indépendant de si tu es un gars ou si tu es une fille, parce qu'entre deux filles ou entre deux gars, bien, à un moment donné, il va falloir décider. T'sais. Donc, ça nous crée un bel espace pour explorer le fait que, des fois, se soumettre et se faire dire quoi faire dans la chambre à coucher, bien, ça peut être bien le fun, puis ça peut être fait sur un mode sain et tout à fait égalitaire. Fait que voilà pour les différents aspects du genre. Voilà pour le niveau 2. Donc, il nous reste juste une question cruciale si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe quand on met ces 4 choses-là ensemble, quand on prend la globalité? Bien, à ce moment-là, on se ramasse avec une vie humaine, avec toutes ses complexités, ses contradictions, ses difficultés, mais aussi toute la beauté dont une vie humaine est capable. Il faut être en mesure de soutenir la nuance, parce que des fois, on va être tiraillé. Nos envies politiques, l'aspect politique de nos expériences, de nos vies, peut être difficile à réconcilier avec notre sexualité, par exemple. Mais la vie, c'est faite de ça. Et encore une fois, j'ai dit en commençant qu'il faut être capable de soutenir la complexité puis d'être fluide dans nos concepts. Bien, c'est à ça que ça sert. Moi-même, je suis très, très loin, évidemment, d'avoir surmonté toutes ces difficultés-là, parce qu'en fait, c'est le travail de toute une vie. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir, pour l'instant, trouvé un équilibre pas pire. Pour moi, ce qui me permet de réconcilier tous ces aspects-là du genre, c'est d'être féminine et de m'identifier à la féminité, mais qu'en même temps, tout le monde sache que je suis trans. Donc, ça garde le côté subversif, ça garde le côté drôle un petit peu. Et donc, personnellement, mais c'est juste moi, là, vous n'êtes certainement pas obligé de faire ça, personnellement, j'aspire à une féminité féministe, et c'est ça qui me va bien, c'est ça qui me rend heureuse, et c'est ça qui satisfait en même temps mes aspirations politiques. Pour parler de toutes ces vies-là, puis de comment est-ce qu'une perspective trans peut éclairer ça, bien, j'avais le goût de vous parler un peu de Julia Serrano, et donc c'est la dernière citation que j'ai pour vous, qui est une biologiste, mais une femme trans aussi par ailleurs, qui nous dit ces très beaux mots, que quand je regarde, je sais elle, quand je regarde les yeux d'une femme trans, j'y vois à la fois une force inépuisable et une tristesse inconsolable. Je vois une personne qui a surmonté des humiliations puis des attaques qui auraient abattu n'importe qui. Je vois une femme à qui on a appris à avoir honte de ses désirs et qui a finalement eu le courage de les poursuivre malgré tout. Dans les yeux des femmes trans, je vois une sagesse qui ne peut que provenir du fait d'avoir eu à affirmer fièrement son droit à être femme dans ce monde inhospitalier. Et quand je résous mes propres contradictions vis-à-vis de la féminité puis vis-à-vis de ma vie, ce genre d'idée-là m'aide beaucoup. Et donc voilà pour le portrait général. J'ai presque fini, mais je veux conclure avec une note politique. Puis après ça, on va pouvoir passer aux questions. Bon, moi, j'ai suffisamment de privilèges, puis je suis assez à l'aise pour qu'on puisse avoir du plaisir théorique avec ces concepts-là. Bon, parce que moi, je suis philosophe, moi c'est un plaisir. Donc moi, je suis assez à l'aise pour ça. Mais par ailleurs, le climat politique commence à être assez grave pour les personnes trans. Un des aspects de la transphobie, c'est que les personnes cisgenres, donc les autres, se sentent autorisées à parler de nous à notre place et de décider de la maigre place qu'on va pouvoir avoir en société. Le comité des sages, dont vous avez peut-être entendu parler, puis qui est une aberration qui devrait disparaître immédiatement, est très emblématique de ça. Quand il a été formé, le gouvernement a dit qu'il ne devrait pas y avoir de personnes trans dessus parce qu'apparemment, on ne serait pas neutre. On ferait de la représentation.
comme si les personnes cis, elles, étaient neutres vis-à-vis des questions du genre, ce qui est évidemment une aberration aussi. Parce que tout le monde a une posture située vis-à-vis de son genre. Et ça, c'est un mécanisme que n'importe quel groupe va marginaliser va comprendre. Le fait d'être traité comme un autre, d'être mis à l'écart. Dans la sphère publique, c'est encore correct de propager plein de désinformations à propos des personnes trans ou des soins médicaux trans affirmatifs, de nous présenter comme un danger pour les femmes, pour les enfants, comme des malades mentaux et dont la parole ne devrait pas être écoutée. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous en rappeler, mais c'est la même cochonnerie que les mêmes réactionnaires imposaient aux homosexuels il y a une génération, et encore. La conséquence de tout ça, c'est que les personnes trans sont, globalement, disgracieusement surreprésentées dans les statistiques sur le suicide, la pauvreté, la précarité, la violence. Et donc, pour les bibi queer dans la salle, je vous vois mes chers, on est voués à des vies spéciales, des vies riches, subversives et difficiles, mais on n'arrête pas le progrès, puis on a au fond de nous toutes les qualités nécessaires pour vivre tout ce qu'une vie humaine a à offrir avant de crever. Et pour tout le monde, merci beaucoup pour votre écoute, et puis n'oubliez jamais d'avoir du plaisir.